Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux ce mardi. Mardi dernier, c'était presque plein. Alors tout d'abord, je dois préciser quelque chose, c'est que cette conférence va être filmée. Alors c'est surtout monsieur qui va être filmé, mais vous voyez qu'il y a une caméra ici aussi pour filmer le public parce qu'on fait des plans de coupe. Pour quelle raison ? Eh bien, c'est parce que l'agence du numérique 64, au travers de son site web Web Campus 64, retransmet cette conférence dans tout le département, dans les cyberbases, même de chez soi. On peut assister à cette conférence. Donc c'est en direct. Les gens qui sont derrière leur écran peuvent poser des questions aussi par chat. On va récupérer les questions et puis on peut les poser en même temps que vos questions à vous. Voilà, donc je voulais le préciser. Et aussi que cette conférence, vous pouvez la retrouver plus tard sur le site web de Web Campus 64, si vous avez raté ou pas bien compris des petits bouts. Donc vous retrouverez monsieur qui parle, plus le diaporama, et puis aussi les questions du public. Voilà, je passe le micro. Donc voilà, le préambule est fait. Donc Richard Muller, il est... depuis un certain temps, il va vous le dire, à l'Observatoire Midi-Pyrénées, un pionnier, un pilier du Pic du Midi aussi. Maintenant à Tarbes, au laboratoire d'astrophysique Toulouse-Tarbes. Et donc, moi je comptais un peu vous raconter son histoire, mais en fait il ne faut pas, parce que c'est lui qui va le faire. Donc moi je vais l'appeler Monsieur Soleil, pas confondre avec Madame Soleil. Parce qu'il ne va pas nous faire des prévisions ce soir et il va nous parler du soleil, comment il va. Voilà. Je vous donne la parole donc. Donc je vais vous parler du soleil ce soir. Je m'excuse un peu pour ma voix parce que j'ai été assez enrhumé, donc ça va mieux aujourd'hui, mais il y a 2 jours de ça, j'ai eu quand même quelques difficultés. Donc je vais vous présenter le soleil tel qu'on le connaît au jour d'aujourd'hui. Et d'abord je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre. Pourquoi est-ce que j'ai choisi comme titre notre étonnant et détonnant soleil. Étonnant, c'est par mon expérience personnelle, parce que je suis arrivé à l'Observatoire du Pic du Midi, c'est pour ça que je ne voulais pas qu'on dévoile ça, il y a 41 ans, presque jour pour jour. Donc j'étais recruté à ce moment-là pour faire des observations du soleil, la couronne solaire en particulier. Et avant d'arriver, le soleil pour moi c'était une boule de feu dans le ciel. Je ne m'étais jamais posé aucune question de savoir comment il fonctionnait, qu'est-ce qu'il y avait dessus. Donc pour moi c'était un astre tout à fait banal sur lequel je ne m'étais posé aucune question, parce que 3 mois avant d'arriver à l'observatoire, jamais je n'aurais pensé que je serais astronome dans ma vie. Donc c'est un cas un petit peu particulier. Et en l'observant, et puis donc le directeur à l'époque m'a proposé comme sujet de thèse l'étude des taches solaires, et donc j'ai dû me documenter sur ce qu'était le soleil, et c'est là que j'ai découvert que ce n'était pas une simple boule de feu comme on pouvait le penser lorsqu'on ne s'y intéresse pas, et que donc il y avait des phénomènes extrêmement intéressants qui se produisaient dessus. Et en plus de ça, il est devenu de plus en plus étonnant au cours du temps, parce qu'avec les observations, la qualité des observations et la diversité des observations qui se sont nettement améliorées au cours du temps, donc on s'est aperçu que finalement il était de plus en plus étonnant. Et ensuite, alors pourquoi d'étonnant ? Eh bien parce que il s'y produit des phénomènes extrêmement énergétiques, extrêmement spectaculaires, explosifs. Donc c'est un astre extrêmement détonnant, et ces détonations d'ailleurs ont des conséquences assez importantes sur notre Terre. Donc voilà la raison du titre. Voilà, alors lorsqu'on observe le Soleil avec un petit télescope, ou à la limite à l'œil nu, lorsque le Soleil est très bas sur l'horizon, la seule chose qu'on voit, ce sont des taches solaires. Donc ce n'est pas extrêmement spectaculaire, donc on voit ici un disque assez uniforme, avec simplement quelques taches solaires. Mais ce qu'on peut aussi observer à l'œil nu, donc qui est un peu plus spectaculaire, c'est la couronne solaire. Bon, on ne l'observe pas très souvent, bien sûr, il faut attendre qu'il y ait des éclipses naturelles. Il se trouve que, par chance, le diamètre apparent de la Lune est exactement le diamètre apparent du Soleil, ce qui fait que lorsque la Lune passe exactement devant le Soleil, elle arrête la lumière du Soleil, qui nous éblouit, et permet de voir cette couronne solaire. Donc il y a une forme assez spectaculaire qu'on ne voit pas en temps normal, parce que sa luminosité est extrêmement inférieure à la luminosité du ciel. C'est comme les étoiles sont présentes, que 2 jours on ne les voit pas.
Et alors, donc cette couronne solaire, on ne la voit que en moyenne une fois par an, enfin, dans un lieu donné de la Terre pendant quelques minutes. Maintenant, on peut la voir beaucoup plus souvent, puisque, bon, c'est pour ça que je vais en dire deux mots quand même, parce qu'il y a un instrument qu'on appelle le coronographe, et le premier coronographe a été installé à l'Observatoire du Pic du Midi par un astronome qui s'appelait Bernard Liot, qui venait de Paris, qui a eu l'idée de construire un instrument qui faisait des éclipses artificielles. Mais ça ne suffisait pas, il a trouvé aussi des astuces pour éliminer les lumières parasites qui quand même empêchaient de voir cette couronne. Et puis il s'est dit, en plein à Paris, le ciel n'est pas assez pur, donc il y avait déjà l'observatoire du Pic du Midi qui était accessible, donc il fallait y aller à pied à l'époque, c'est pas si facile. Il y a été, et c'est en 1930 qu'a été observée la couronne solaire en dehors des éclipses naturelles pour la première fois par Bernard Liot à l'observatoire du Pic du Midi, donc ça a été un des grands faits de l'observatoire. Et l'observation de la couronne se continue toujours, puisque ici dans cette salle, je vois qu'il y a quelques experts que je rencontre là-haut parfois, donc, qui contribuent qui faisaient ce que moi je faisais il y a 40 ans, d'ailleurs. Voilà, donc ce qu'on peut voir à l'œil nu. Mais avec des télescopes et des détecteurs adaptés, on peut en voir beaucoup plus que ça, puisque le Soleil émet du rayonnement, donc toute une gamme de rayonnements. La plus connue, c'est évidemment la lumière visible. Il se trouve que la lumière visible, bon, on a un détecteur pour la détecter, et puis l'atmosphère ne l'arrête pas, ou très peu. Donc c'est la lumière que l'on voit le mieux. Mais le Soleil émet aussi, donc ce rayon invisible s'étale du rouge jusqu'au violet, donc ce sont les couleurs que l'on voit lorsque l'on a de beaux arcs-en-ciel dans le ciel. Mais au-delà de ces couleurs qui sont visibles à l'œil nu, le Soleil émet aussi des rayonnements ultraviolets, rayonnements X, rayonnements gamma, qui sont arrêtés par notre atmosphère. Donc on ne peut pas observer cela depuis le sol, donc il faut aller dans l'espace pour observer dans ces longueurs d'onde-là. Elles sont très importantes parce qu'elles sont produites lorsque les températures des corps qui émettent la lumière sont portées à plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions de degrés. Alors que la lumière visible est émise par le gaz qui est à quelques milliers de degrés. Donc la surface du Soleil est à 6000 degrés, donc elle émet du visible, mais il y a des phénomènes beaucoup plus chauds que ça qui, eux, émettent dans ce rayonnement-là. Donc on a aussi l'infrarouge, qui est de ce côté-là du spectre. L'infrarouge, depuis là, on peut, dans certaines fenêtres, l'observer depuis le sol, mais enfin, pour l'essentiel, il est aussi arrêté par l'atmosphère. Donc pour l'observer, il faut aller aussi dans l'espace. Et puis le Soleil émet aussi des ondes radio, qui elles donc sont observées avec des radiotélescopes. Mais les ondes radio ne sont pas arrêtées par l'atmosphère, ça traverse même les nuages, donc ça c'est beaucoup plus facile à observer. Et alors donc il y a toute une gamme de télescopes différents qui permettent d'observer dans toutes ces longueurs d'onde-là. Et d'ailleurs, pour observer et pour comprendre les phénomènes, il ne faut pas se limiter à une seule longueur d'onde, mais il faut avoir toute la gamme du spectre, parce que des informations importantes viennent de chacun des types d'observations. Et d'ailleurs, souvent, même la plupart du temps, des campagnes d'observation sont lancées et associent des observations de satellites, des observations au sol dans le visible, infrarouge, radio, pour que le phénomène soit observé dans sa totalité. Donc voici un télescope solaire, l'observatoire du Pic du Midi, c'est celui que j'ai utilisé pendant pratiquement la plupart de ma carrière, sauf les 2 premières années. Donc, qui est dédié toujours à l'observation de la surface du Soleil, mais dans ses détails les plus fins. C'est un instrument qui est ancien, qui a été construit à la fin des années 50 par le directeur de l'époque, le professeur Roche, qui était un très grand instrumentaliste, et qui a conçu ce télescope de façon à ce que... Alors, ce qui gêne les observations au sol, ou on intéresse aussi dans l'espace, c'est la turbulence de l'atmosphère terrestre. L'atmosphère est souvent turbulente, des volumes de gaz chauds qui s'élèvent, du froid qui retombe, et cette agitation fait dévier les rayons du Soleil ou des astres, donc qui traversent l'atmosphère, ce qui fait que au foyer, eh bien, les images apparaissent floues.
Mais il se trouve qu'au pic du Midi, parfois, c'est assez rare, mais enfin ça arrive, on a une atmosphère parfaitement stable qui permet de voir les détails vraiment extrêmement fins à la surface du Soleil. Et pendant une trentaine d'années, jusqu'aux années 90, ça a été l'instrument qui permettait de voir les détails les plus fins à la surface du Soleil par rapport à tout ce qui se faisait dans le monde. Et donc, ce qui nous a permis de faire pas mal de découvertes. Alors, il a été conçu exprès pour que l'instrument lui-même ne dégrade pas la qualité du site et la stabilité de l'atmosphère. Alors, le télescope fait 57 mètres de diamètre, ce qui était un télescope assez grand il y a 40 ans de ça, mais qui maintenant est devenu un télescope petit. Et il se construit, d'ailleurs j'étais la semaine dernière à une conférence en Allemagne où on discutait des télescopes solaires nouveaux et des futurs. Donc il y a maintenant des télescopes aux îles Canaries, un télescope qui fait 1 mètre de diamètre. Alors plus le diamètre du télescope est grand, et plus on peut voir des détails fins sur le Soleil ou sur n'importe quel astre. C'est-à-dire si un télescope fait une dimension 2 fois plus grande que notre, il va permettre de voir des détails 2 fois plus petits. C'est la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle on fait des télescopes de plus en plus gros. Alors il y a maintenant donc en service aux îles Canaries un télescope de 1 mètre. Il y a un télescope de 1,50 m en construction aux îles Canaries, un autre de 1,60 m aux États-Unis, dont j'ai vu les premières observations qui sont vraiment très très belles. Et il y a 2 projets de télescopes de 4 mètres de diamètre, donc qui permettront de voir des détails 8 fois plus petits que ceux que nous on peut voir avec ce télescope-là. Et alors il y en a un américain qui sera aux îles Hawaï et un européen qui sera aux îles Canaries. Il y a un bon site aux îles Canaries, pas meilleur qu'au pic, mais il fait plus souvent le soleil. Et ça, je pense, mais ce n'est pas uniquement pour flatter le site auquel j'appartiens, mais c'est quand même une réalité. Mais bon, les conditions sont assez difficiles là-haut, et maintenant les gens aiment le confort. Ce n'est pas comme dans le temps. Bon, alors voilà un autre télescope français qui est aux îles Canaries, qui est grand, il fait celui-là 90 cm de diamètre. Donc au pied du Théide, il est à 2400 d'altitude, mais lui est spécialisé plus pour la mesure du champ magnétique. Ah oui, tiens, je vais revenir en arrière, parce que je parle de champ magnétique. Je reviens à cette diapo-là, parce qu'il y a des choses importantes qu'il faut que je mentionne dans le spectre ici. Donc vous voyez qu'il y a certaines raies sombres, verticales, et ces raies sont produites par les atomes qui constituent l'atmosphère du Soleil. Bon, l'atmosphère du Soleil est constituée pour 90% d'hydrogène, environ 10% d'hélium, mais il y a des traces de tous les autres éléments, fer, calcium, or, donc ils sont et ces raies-là sont produites par ces atomes. Donc leur présence donne déjà une indication sur la constitution chimique de l'astre, donc soit Soleil, étoile, galaxie ou autre. La présence de certaines raies donne aussi une indication sur la température, parce qu'en fonction de la température des éléments, les raies ne se trouvent pas à la même position. Ensuite, ces raies permettent aussi de mesurer les vitesses du gaz qui a émis la lumière, parce que les raies sont décalées par un effet qu'on appelle l'effet Doppler. Et ensuite, ces raies aussi permettent de mesurer le champ magnétique. C'est pour ça que quand j'ai parlé du champ magnétique, j'ai dit qu'il faut quand même... Donc ça veut dire que l'astrophysique, en fait, c'est l'analyse de la lumière émise par les astres. Et toute l'information sur les propriétés du gaz qui a émis cette lumière est contenue dans ce spectre. Ça permet donc de déterminer la composition chimique, ça permet de déterminer la température, ça permet de déterminer les vitesses du gaz et ça permet de mesurer le champ magnétique. Bien, alors avant de montrer le Soleil réel, je vais quand même, à partir de ce schéma, vous expliquer comment se constitue le Soleil. Donc, alors son diamètre, c'est 1 500 000 km. Donc le rayon à 750 000, c'est 2 fois la distance de la Terre à la Lune à peu près. En son cœur, la température est très élevée, 14 millions de degrés.
Et c'est là que se produisent les réactions thermonucléaires. Donc c'est de l'hydrogène que constitue le cœur pour l'essentiel. À cette température-là, donc, l'hydrogène fusionne. Donc ce sont des réactions thermonucléaires qui se produisent et qui se transforment en hélium. Et c'est de là que vient l'énergie. Donc ensuite, cette énergie se propage, c'est du rayonnement. Alors se propage à travers une zone qu'on appelle la zone radiative. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que un rayon qui sera émis donc dans le cœur va mettre 1 million d'années pour traverser cette zone qui fait 500 000 km. Et la raison est que le gaz est extrêmement dense et un rayon qui est émis est immédiatement réabsorbé par un autre atome, donc il le garde un certain temps, qui le réémet, donc ça ne se propage pas à la vitesse de la lumière, mais c'est une succession d'absorption, émission, absorption, émission, et donc voilà, avant d'arriver à la surface, eh bien, il faut quand même un certain nombre, 1 million d'années, à peu près. Et au-delà, il y a une autre zone qu'on appelle la zone convective. Alors ici, la chaleur se transporte par rayonnement, comme c'est la lumière que l'on reçoit nous du soleil, donc c'est du rayonnement. Mais ici, elle se transporte par un autre mécanisme qu'on appelle la convection. C'est c'est l'équivalent de l'eau qui bout dans une marmite qui est chauffée. Vous avez des bulles de gaz qui sont plus chaudes, plus légères et qui s'élèvent. Donc ici, la même chose se produit. Donc c'est le gaz qui est ici est chauffé par ce qui arrive en dessous, et les bulles de gaz chaud donc, sont plus légères et se déplacent vers la surface et transportent l'énergie. Et à la surface, donc à nouveau, cette énergie qui a été transportée par convection se transforme de nouveau en radiation, et c'est la lumière que nous recevons à partir de la surface. Alors la surface est à 6000 degrés. Et un corps à 6000 degrés émet de la lumière visible. Mais ce qui est extrêmement important sur le Soleil, c'est que le Soleil produit du champ magnétique. S'il ne produisait pas de champ magnétique, ça serait une simple boule incandescente dans laquelle il y aurait la surface des cellules convectives, je vous la montrerai tout à l'heure, mais il n'y aurait aucun phénomène particulier, spectaculaire et détonnant, puisque c'est le titre. Alors le champ magnétique, souvent, c'est pas une notion facile à percevoir si on n'a pas fait de la physique, parce que il se trouve que le corps humain n'a pas de détecteur de champ magnétique. On a les yeux pour détecter la lumière, on a les oreilles pour détecter les ondes sonores. Le courant électrique, on ne le voit pas, mais enfin, quand on le touche, on s'en aperçoit. Le champ magnétique, c'est vraiment indirect, donc pas avec une boussole ou l'aimant. Mais le corps humain, à moins que, peut-être que c'est aussi fort que ça, mais donc ça veut dire mais il y a du champ magnétique qui est créé chaque fois qu'il y a des déplacements de courant électrique. Donc les deux sont associés. Et lorsqu'il y a des déplacements de champ magnétique, ça crée des courants électriques. Donc les deux sont associés. Mais il se trouve que lorsqu'on étudie la lumière du Soleil ou des astres, dans le spectre que je vous ai montré tout à l'heure, le champ magnétique a des effets sur le spectre, on peut le détecter. Le champ électrique, non. Donc on ne peut pas mesurer directement le champ électrique. Ce qu'on détecte, c'est ce qui est associé, c'est le champ magnétique. Et qu'on mesure avec des instruments qu'on appelle magnétographes, donc on met dans les télescopes. Alors ce champ magnétique se crée à la limite entre la zone convective et radiative. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez complexe, mais c'est dû au fait que, donc comme le Soleil à 6000 degrés, c'est électrisé, et c'est électrique, donc il y a des courants électriques partout. Et le Soleil tourne sur lui-même en 28 jours, mais il ne tourne pas de façon homogène, c'est-à-dire que l'équateur tourne plus vite que les pôles, plus ou moins en profondeur, que le Soleil tourne vite, et donc ces mouvements de charges électriques, on appelle ça différentiels, génèrent du champ magnétique. Voilà, c'est comme ça. Et alors ce champ magnétique, après, on met à peu près une année pour arriver à la surface, et il émerge sous forme de boucle. Donc un champ magnétique, il y a toujours un pôle moins et un pôle plus.
par exemple autour d'un aimant, les lignes de force chamagnétique vont d'un pôle d'élément à l'autre et la lipaille de fer. Donc, il a pour propriété que la matière électrisée est obligée d'être canalisée le long des lignes de champ magnétique. C'est ce qui donne naissance à ces structures-là. Alors il émerge, lorsqu'il arrive à la surface, il crée des taches solaires. Donc les taches solaires que l'on voit sur le soleil, dont la plupart de vous avez dû entendre parler, ce sont des zones où il y a des champs magnétiques très forts qui émergent donc à la surface. Ici vous avez une protubérance. Donc là aussi c'est une boucle magnétique donc qui sort comme ça et qui rentre. Et toute la matière solaire est canalisée autour. Donc ici ce que l'on voit ici, on appelle ça un filament. Et c'est une protubérance. Alors comme le soleil tourne, en quelques jours avant, cette protubérance aurait été sur le disque et on la voit en projection. Donc cet objet et celui-là, c'est la même chose, mais vu différemment. Un vu au-dessus du soleil et l'autre vu sur la surface. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour vous expliquer comment était le soleil, ce qui vous permettra de mieux comprendre les images réelles qui suivent. Alors, donc ça c'est une image du soleil vue avec un but de télescope sur lequel on ne voit que quelques taches solaires. Donc ceci on appelle ça des centres actifs. Et ça, c'est le soleil calme. Entre les deux, c'est le soleil calme. Mais vous allez voir que ce n'est pas aussi lisse que ça n'est. Donc voici une image dans le petit carré que je vous avais montré. Voilà comment apparaît la surface du soleil lorsque les conditions d'observation sont bonnes, comme on peut le voir avec la coupole tourelle que je vous ai montré tout à l'heure de l'observatoire du Pic du Midi. Donc la surface du soleil est granulaire, là où il n'y a pas de champ magnétique. Donc on appelle ça la granulation solaire. Et c'est... alors, on va voir avec l'animation. Voilà. Bon, c'est accéléré. Bon, ce qui évolue en quelques secondes sur le Soleil évolue en quelques minutes. Mais ce sont ces bulles de gaz convectives dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ce sont des bulles de gaz chauffées par l'énergie qui arrive par en dessous et qui, à la surface, est en train de bouillonner. On peut dire que c'est un bouillonnement. La surface du Soleil, c'est un bouillonnement, mais avec c'est quand même à l'échelle astronomique, à l'échelle du Soleil, c'est-à-dire qu'une bulle de gaz chaud, pour préciser, en astronomie, en physique en général, ce qui est plus lumineux et plus chaud. Donc les zones claires ici, ce sont des bulles de gaz chaudes qui sont en ascension, et la partie sombre autour, c'est la matière froide, relativement froide, qui retombe. Donc ces bulles de gaz chaud ont la dimension de la France. On est à une température de 6000 degrés et s'élève à 10 000 km à l'heure. Donc vous voyez l'échelle du bouillonnement à la surface du Soleil. Donc voilà, je vais le relancer. Voilà, donc le Soleil, toute la surface du Soleil évolue comme ça. Alors, voici une tache solaire, donc observée aussi lorsque les conditions sont très bonnes. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des zones où il y a du champ magnétique extrêmement fort. Alors, pourquoi est-ce qu'elles apparaissent sombres? Bien, c'est parce que la présence du champ magnétique empêche la convection de se développer. Alors, la chaleur qui est transportée par ces bulles de gaz chaud se transporte beaucoup moins facilement, ce qui fait que la chaleur n'arrive pas facilement en surface, et donc ces zones-là sont plus froides. Alors la surface c'est 6000 degrés, et la température des taches est 4000 degrés. Donc c'est relatif, mais c'est quand même, ça suffit pour avoir une très grande différence de luminosité. Et tous ces petits points brillants là qu'on voit entre les granules, ce sont aussi des éléments magnétiques. Le champ magnétique est omniprésent. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est moi qui ai eu le premier observé ces structures magnétiques à l'observatoire du Pic du Midi grâce à un filtre particulier que j'avais fait réaliser. Donc voici ici une autre tache solaire. Alors,
Donc comme je disais, ici à l'intérieur, il y a des champs magnétiques très forts. Et autour, on appelle ça l'ombre de la tâche. Ceci, c'est la pénombre. Et la matière est attirée vers l'intérieur. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a un aimant qui attire la matière vers l'intérieur. Donc toute cette matière plonge. Voici un autre exemple de tâche plus grande. Voici un autre exemple. Donc ça, c'est un centre actif complexe où il n'y a pas simplement une seule tâche, mais donc il y en a un grand nombre. Alors là, la configuration du champ magnétique est très complexe. Et c'est dans ces centres actifs-là, complexes, que se produisent les phénomènes explosifs, en particulier les éruptions solaires. C'est parce que le champ magnétique est un peu trituré par tous les mouvements de matière dessous. Une grande quantité d'énergie s'accumule. Voilà. Alors, bon, ça c'est ce qu'on appelle un magnétogramme. C'est une carte du champ magnétique solaire. Donc le champ magnétique sort dans les régions claires et dans ce boucle plus haut et puis retombe sur la surface dans les régions sombres. Donc c'est là où c'est dans ces zones-là que se trouvent les taches solaires et les centres actifs. Alors vous voyez que c'est réparti dans deux zones qui sont parallèles à l'équateur, à une vingtaine de degrés de distance. Il n'y a jamais de centre actif ou de taches solaires sur l'équateur ou au pôle. Alors là, je vais vous montrer une animation. Donc vous voyez, c'est le Soleil qui tourne sur lui-même. Comme je vous le disais, le Soleil tourne en 28 jours sur lui-même. Et on voit que ces centres actifs, leur structure change rapidement. Alors quand ils sont... Et ce sont ces modifications de la structure du champ magnétique qui sont à l'origine des éruptions solaires que nous allons voir dans un moment. Bien, alors ça c'est une série de magnétogrammes du Soleil, donc c'est le champ magnétique mesuré une fois par an. Alors c'est pour mettre en évidence le fameux cycle d'activité solaire dont vous avez peut-être entendu parler. C'est-à-dire que le Soleil n'est pas tout le temps... Alors peut-être qu'il y a beaucoup de magnétisme sur le Soleil, on dit que le Soleil est actif. Mais il passe par des périodes où il n'y a pas de champ magnétique du tout dessus. Et on est en ce moment dans une période comme ça, donc le Soleil en ce moment est très calme, c'est-à-dire il commence un peu à sortir de son calme, donc pendant 2-3 ans on n'a pas vu de taches solaires, rien de particulier, donc là il était assez peu intéressant. Et puis progressivement, en 3-4 ans, donc son activité magnétique va augmenter, il va atteindre un maximum, puis redécroître progressivement. Donc, ce cycle-là a une durée de 11 ans, mais ça a une importance parce qu'on sait maintenant que le Soleil, quand il est en phase calme, comme maintenant, il est un peu plus froid que lorsqu'il est en période d'activité. Donc pas énormément, il fait 6000 degrés, c'est de quelques dizaines de degrés. Mais il s'est trouvé que du temps de Louis XIV, donc il y a quelques siècles de ça, on ne sait pas pour quelle raison, le Soleil est resté calme comme ça pendant 70 ans. Donc, ce qui signifie qu'il est resté plus froid pendant 70 ans, et ça coïncidait avec une mini-époque glaciaire. Il a fait extrêmement froid, donc les glaciers ont progressé dans les montagnes, et donc au bout de 70 ans, le Soleil a retrouvé son cycle normal d'activité, et sa température est donc redevenue normale, et la Terre s'est de nouveau progressivement réchauffée. Et les glaciers régressent depuis le XVIIIe siècle, sauf que depuis une vingtaine d'années, le réchauffement s'est accéléré, probablement sous l'effet de l'activité humaine, mais il existe depuis plusieurs siècles. C'est-à-dire que la Terre a retrouvé sa température normale, lentement, après avoir subi une époque extrêmement froide. Alors ici, voici le Soleil, tel qu'on l'observe dans les diverses gammes de rayonnement. Donc
Alors ici vous voyez un magnétogramme donc, qui montre surtout les champs magnétiques. Donc ça c'est la surface, donc je ne sais pas pourquoi cette image ne coïncide pas. On devrait voir des taches solaires associées ici, en fait c'est pas. C'est pour voir la diversité de la structure du Soleil en fonction du rayonnement dans lequel on l'observe et de son altitude au-dessus de la surface. Donc sur la surface on ne voit pas grand-chose. Par contre, si on utilise un filtre spécial qui est centré sur une raie particulière qui est due au calcium, on observe à peu près 1000 km au-dessus de la surface. Et donc là, les structures magnétiques sont visibles comme des objets brillants. Ensuite, si on observe le même jour, dans le rayonnement ultraviolet, on observe dans la couronne des zones beaucoup plus chaudes, plusieurs centaines de milliers de degrés. Donc on voit que là où il y a du champ magnétique, il y a des structures aussi lumineuses. Donc on voit encore mieux ici. Et lorsqu'on observe dans le rayonnement X, c'est des zones encore plus chaudes, qui font quelques millions de degrés, ce qu'on aperçoit, ce sont donc les zones où se produisent des éruptions, où la température s'élève à des températures extrêmement élevées. Donc, alors là, c'est une même région. Alors, on utilise un filtre particulier qui permet d'observer progressivement entre la surface et une altitude de 1000 km au-dessus. Donc, on voit que la structure de l'atmosphère solaire a complètement changé. Alors, cette observation a été faite dans une raie très importante, des raies très importantes du Soleil, qui est due à l'hydrogène, qui est ici. Alors, ce sont des filtres assez complexes, assez coûteux, une bande passante très fine. On a fait passer la bande passante du bord de la raie jusqu'à son centre, et ça permet d'observer à des altitudes de plus en plus élevées au-dessus de la surface, et voir le changement des structures. Alors je le remontre là. Donc à la surface, on voit surtout la granulation, mais progressivement, on voit. Ça recommence. Donc les structures magnétiques apparaissent de plus en plus. Donc cette couche-là est appelée la chromosphère, alors qu'à la surface, on voit essentiellement la granulation solaire qui reste à la surface. Elle ne s'élève qu'à une centaine de kilomètres au-dessus, mais à 1000 km au-dessus, l'atmosphère est dominée par le champ magnétique. Donc toutes ces lignes que vous voyez, ce sont les lignes de force du champ magnétique, et la matière est canalisée par ce champ magnétique. Donc là, on voyait comment la structure du Soleil peut changer en simplement 1000 km, alors que son diamètre, c'est quand même 1 million et quelques de kilomètres. Donc voici une image du Soleil entier, toujours dans cette même raie, H-alpha, donc 1000 km au-dessus de la surface. La granulation n'est plus du tout visible. Donc ce que l'on voit surtout sur les bords, ce sont quelques protubérances. Ici, ce qu'on appelle de grands filaments sombres, donc je vous ai expliqué sur le schéma auparavant. C'est que dans quelques jours, quand le Soleil aura tourné, ceci sera visible comme une grande protubérance au-dessus du limbe. Il y a aussi toutes ces zones brillantes qui peuvent être des éruptions solaires dans des zones où le champ magnétique est très fort. Alors voici une image du Soleil observée dans le rayonnement ultraviolet. On a des températures encore plus élevées, quelques centaines de milliers de degrés dans la couronne solaire. Donc, et là, on voit les protubérances qui matérialisent la ligne de force du champ magnétique. Alors, imaginez la dimension de cette protubérance. Le Soleil fait donc 1 500 000 km de diamètre. Ça, c'est à peu près un tiers du diamètre, c'est donc 500 000 km de hauteur. C'est plus la distance que Terre-Lune. Donc, et puis on aperçoit aussi des éruptions solaires. Voici un autre exemple de protubérance observée dans le rayonnement ultraviolet.
ce sont des phénomènes assez spectaculaires. Donc, alors vous comprenez mon étonnement lorsque j'ai vu pour la première fois que le Soleil, ce n'était pas uniquement qu'un astre lisse. Donc ça, c'est le Soleil observé dans les rayons X. Donc avec ici probablement une éruption solaire, ici un centre actif avec des boucles de champs magnétiques. C'est la couronne solaire. Il y a aussi ici ce qu'on appelle des trous coronaux, où le champ magnétique ne se boucle pas comme ici, mais est ouvert, et où de la matière peut s'échapper en permanence dans l'espace, ce qu'on appelle le vent solaire. Alors on a une animation de ça. Donc voilà, donc c'est une rotation solaire. Alors on voit les boucles de champ magnétique là qui arrivent à la surface et qui bouclent l'un vers l'autre. Dans cette zone-là, voilà, on a un centre actif qui vient d'émerger. Et donc on voit ces boucles qui apparaissent. Voilà, vous voyez ça. Il y a aussi des éruptions avec des arches filamentaires qui sont produites. Donc le Soleil est extrêmement actif et évolutif en permanence. Alors ce type d'observation, évidemment, ne peut se faire que depuis qu'on a des satellites qui sont en dehors au-dessus de l'atmosphère, puisque le rayonnement X n'est observable qu'au-dessus de l'atmosphère. Donc ça a révélé des structures très intéressantes. Bon, ça c'est simplement un schéma, bon, ce sont des calculs numériques qui montrent les lignes de force du champ magnétique qui sortent de la surface du Soleil dans les régions brillantes et puis qui reviennent. On voit ici un gros plan sur un système d'arches filamentaires, donc avec la matière toujours qui se propage le long des lignes de force du champ magnétique. Voilà, là, la structure est assez simple, mais lorsque, dans les centres actifs très complexes, lorsque ces boucles sont beaucoup plus enchevêtrées entre elles, comme je vous disais, à cause des mouvements de gaz qu'il y a sous la surface, contorsionne ces lignes de force de champ magnétique, ça emmagasine de l'énergie, ça torsionne le champ magnétique. Et lorsque donc elles s'enchevêtrent, d'énormes courts-circuits peuvent se produire, donc comme des courts-circuits électriques, mais donc et là l'énergie magnétique se libère extrêmement rapidement. Alors ce sont des quantités énormes d'énergie et ça produit des éruptions solaires. Donc vous allez voir, elles prennent d'essence dans la couronne solaire, donc au niveau où les lignes de force du champ magnétique se mélangent. Donc voici un autre système d'arches. Bon, là c'est très simple, donc dans des systèmes comme ça, des éruptions ne peuvent pas se produire. Donc, voici une animation dans un centre actif assez simple. Voilà. Donc vous voyez l'animation, alors la matière retombe vers la surface. C'est parce que ce qu'il faut... Donc la température à la surface ici est de quelques milliers de degrés. Bon, la température du gaz dans les protubérances et dans ces arches est de l'ordre de 10 000 degrés. Ça semble très chaud, mais en fait c'est plongé dans un gaz qui est beaucoup plus chaud que ça, qui est à plusieurs millions de degrés. Ce qui fait que ceci, c'est plutôt du gaz froid par rapport à l'environnement. Et en étant froid, il est plus lourd. Et donc, il a tendance à retomber vers la surface. Bon, et c'est ce qu'on constate ici. On voit qu'il y a un refroidissement et la matière plonge vers la surface.
Donc voici un centre actif beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup de zones actives sur lesquelles il y a des taches solaires. Donc les lignes de force s'enchevêtrent beaucoup plus. Donc vous allez voir que là les phénomènes sont... Ah non, c'est dans la suivante. Voilà. Vous voyez ici des éruptions se sont produites. Et en général, après les éruptions, il se produit ce qu'on appelle un système d'arches filamentaires. Alors, dans ces éruptions, la température qui était de quelques milliers de degrés est portée en quelques minutes à 10 millions de degrés, donc ça émet du rayonnement X. Et chaque éruption, c'est l'équivalent de plusieurs milliards de bombes atomiques qui exploseraient simultanément. La dimension, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres, donc extrêmement rapidement. Le gaz est porté à des températures très élevées. Voilà. Bon, ici, un autre exemple. Vous avez vu d'un coup une éruption avec une éjection de masse dans l'espace, ce qui a des conséquences extrêmement importantes sur la Terre. Je vais le relancer. Bon, c'est accéléré, bien sûr, c'est, je sais pas, peut-être une centaine de fois. Alors là, c'est une image en ultraviolet. Alors, vous allez voir ici. Bon, il y a, si cet objet était au bord du disque, ça serait une espèce de boucle aussi, ou d'arche filamentaire. Donc vous allez la voir éjectée dans l'espace. Trop tard. Il y a la partie sombre masque la partie la plus intéressante. Ah oui. On n'a pas vu là. Si. Donc, alors là, il n'y a pas eu d'éruption, mais pour certaines raisons que les théoriciens essaient d'expliquer. Enfin, on commence à savoir pourquoi. Le champ magnétique qui est fermé, donc où la matière est canalisée par ce champ magnétique, ne peut pas s'échapper, donc pour certaines raisons, parfois, il s'ouvre. Alors à ce moment-là, la matière est éjectée dans l'espace, on reçoit des quantités énormes de particules, électrons et protons, qui sont injectés dans l'espace à des vitesses très rapides, de 400 à 800 km à la seconde, et donc qui partent dans l'espace interplanétaire et qui viennent percuter l'environnement terrestre. Bon, voici un autre exemple. Donc ici on voit une de ces arches filamentaires qui va être éjectée dans l'espace. Donc le champ est ouvert, il n'y a pas d'éruption dessous. Et alors, à la période de maximum d'activité, il s'en produit en permanence. Donc la Terre est soumise à un bombardement de particules, pratiquement en permanence. Et heureusement que nous en sommes protégés par notre atmosphère, donc qui tout en filtrant le rayonnement ultraviolet, le rayonnement X, absorbe aussi ces électrons et protons. Mais il y a aussi le champ magnétique terrestre qui nous en protège. Bon, il canalise ces particules vers les pôles et c'est elles qui sont à l'origine des aurores boréales. Donc les aurores boréales sont consécutives à des éjections comme ça de matière du Soleil. Donc comme elles sont électrisées, elles sont canalisées par le champ magnétique et elles viennent chauffer la haute atmosphère du Soleil, de la Terre, pardon, à une altitude de 80 km. Donc, ça électrise les atomes d'oxygène et d'azote qui sont là-haut et donc qui créent ces aurores boréales si spectaculaires. Je vous le remonte pour le plaisir. Voilà, donc c'est vraiment assez soudain. Enfin, ce sont des milliards de tonnes de matière qui partent comme ça en permanence, c'est presque.
Il faut que je sorte. Ah oui, bon, j'ai d'autres films, mais je suis obligé de les passer différemment. Ce sont aussi d'autres exemples d'éruptions solaires. Hein. Voilà. Donc voilà, donc, vous voyez, c'est... On a vu donc une éruption solaire qui s'est produite ici, l'autre là-bas, et avec de la matière qui a été éjectée dans l'espace. Donc comme je vous disais, les températures là, qui étaient à quelques milliers de degrés passent en quelques minutes à plusieurs millions de degrés. Et puis les dimensions sont grandes parce que avec une tâche comme ça, c'est au moins de la dimension de la Terre, quoi, déjà. Oui, tiens, d'ailleurs, cette pastille-là représente la taille de la Terre. Donc, vous voyez donc l'échelle des phénomènes. Bon, là, j'ai presque pas besoin de commenter parce que je raconte un peu toujours la même chose. Ce sont toujours des éruptions qui sont suivies par des éjections. Donc là, c'est un système d'arches filamentales qui se produit, se forme, mais finalement, il n'y a pas tellement d'éruption. Donc là, la matière ne s'échappe pas, elle reste canalisée par ces boucles qui, elles, ne se sont pas ouvertes. Alors donc là, une éruption c'est donc produite dans cette zone-là et a perturbé la configuration du champ magnétique et puis de la matière aussi est éjectée. C'est-à-dire que l'observation par les satellites a quand même énormément apporté sur l'étude de ces zones les plus extérieures du Soleil et qui sont là où se passent les phénomènes les plus énergétiques et qui viennent influencer l'environnement terrestre. Donc voilà, après cette éruption, là, il s'est formé aussi un système d'arches filamentaires. Vous avez vu aussi cet envolé. Et là, il n'y a pas eu d'éruption. Pour certaines raisons, le champ magnétique d'un coup s'est ouvert.
un dernier. Vous avez vu aussi des éruptions qui sont produites et qui ont éjecté de la matière dans l'espace. Enfin, ici, on a vu une bouffée de matière qui est partie. Alors là, je reviens. Voilà, alors ça c'est une image de la couronne solaire qui a été prise aussi par un satellite qui s'appelle SOHO. D'ailleurs, la plupart des observations que je vous ai montrées ont été faites par ce satellite-là, qui était dédié à l'étude justement des éruptions solaires. Mais ce satellite comportait aussi un coronographe pour pouvoir observer la couronne solaire. Le diamètre du Soleil est représenté ici. Et là, le masque qui cache la couronne est assez grand, c'est pour permettre d'observer facilement la couronne très lointaine qui est plus ténue. À partir des coronographes au sol, comme celui du pic du Midi, on observe essentiellement la couronne solaire dans les couches assez proches du Soleil, qui sont difficilement observables d'ailleurs par les satellites. Mais si on veut observer la couronne beaucoup plus lointaine, comme sa luminosité est très faible par rapport à la couronne proche, donc pour ne pas être ébloui, il faut masquer la couronne plus lumineuse près du Soleil. C'est pour ça que le disque occulteur n'a pas exactement la taille du Soleil, mais une dimension beaucoup plus grande. Donc, ce qui permet de voir la couronne à des distances très éloignées du Soleil. Et alors avec cette animation-là, vous allez voir les éjections Alors ce que vous voyez, ce qu'on vous montrait tout à l'heure, proche de la surface, donc évidemment se propage dans l'espace, et on le voit aussi se propager donc, dans la couronne. On appelle ça des éjections de masse coronale. Alors voilà ce qui part du Soleil dans l'espace interplanétaire, et auquel la Terre est soumise en permanence, mais surtout pendant les phases où le Soleil est actif. Donc quand il est calme, c'est moins. Enfin, il y en a beaucoup moins. Donc on appelle ça des CME, sont des éjections de masse coronale. Donc ce sont des tonnes et des tonnes de particules qui sont éjectées en permanence. Alors, ça a des conséquences importantes sur l'environnement terrestre, puisque ça électrise la haute atmosphère terrestre, ce qui d'ailleurs gêne beaucoup les propagations d'ondes. Si l'atmosphère terrestre est électrisée, les ondes se propagent différemment, et donc leur propagation est gênée. Je me souviens, c'était en 1972, pendant plusieurs jours, les images à la télévision étaient brouillées. Là, on pensait qu'il y avait un problème avec les antennes du pic. Ce n'était pas le cas, et en fait, c'est parce qu'il y avait un centre actif énorme, un des plus gros qu'on ait observé, qui traversait le Soleil, donc qui tournait avec le Soleil. Donc pendant plusieurs jours, il a émis des particules comme ça, et l'atmosphère terrestre a été perturbée, donc les ondes se propageaient moins bien. Alors ceux qui sont beaucoup gênés sont les militaires. C'est les militaires, évidemment, les communications sont très importantes, et puis s'il n'y en a plus, ça leur pose d'énormes problèmes. Et c'est une des raisons pour lesquelles les militaires, en tout cas les Américains, financent des observations des éruptions solaires, pour essayer d'en avoir des prévisions.
Et à une époque, j'ai travaillé aux États-Unis. J'avais une bourse de l'armée de l'US Air Force, parce que l'observatoire où j'étais, d'abord avait été financé par les militaires, et ensuite il est toujours exploité en partie par les universités, en partie par les militaires. Donc ces phénomènes-là énergiques intéressent beaucoup les militaires. Alors ça a aussi une autre importance, c'est que les prévisions, les éruptions, si c'est possible, c'est qu'il faut éviter que les spationautes qui sont dans l'espace sortent des fusées au moment où il y a des éruptions comme ça, parce qu'ils sont soumis à des particules, c'est équivalent aux particules émises par les bombes thermonucléaires, donc il faut s'en protéger. Alors là aussi, elle n'est pas facile, mais la prévision serait importante pour éviter des sorties dans l'espace à ces moments-là. Ça peut aussi faire des dégâts sur l'instrumentation des satellites. D'ailleurs, je me souviens, il y a quelques années, il y avait un satellite japonais qui est tombé en panne, un satellite de communication, et il s'est trouvé que ce satellite-là faisait des observations, et on a vu, alors c'est encore le soleil calme, il n'y avait pas beaucoup, mais il s'est trouvé qu'il y a eu une éruption et qui a donc émis des particules, et c'est cette émission-là qui a détérioré le satellite, donc qui a cessé son fonctionnement. Alors on en a fait tout un tas dans la presse, je sais avoir reçu pas mal de coups de téléphone à l'observatoire pour demander est-ce que c'est souvent, ça se produit, est-ce qu'il y a danger. Écoutez, ne vous inquiétez pas, ça s'est toujours produit, seulement avant on n'observait pas le phénomène. Et que maintenant on a des observations pratiquement en permanence, et donc on l'a vu, mais l'atmosphère terrestre, le champ magnétique terrestre sont toujours là pour nous protéger de ces phénomènes. Mais par contre, ce qui est en dehors de l'atmosphère doit être bien protégé pour éviter les dégâts. Bon, voici une autre animation, un petit peu similaire, mais qui est intéressante parce que ça c'est une comète qui est passée. Donc il a pu observer parfois des comètes assez faibles qui passaient près du Soleil et qu'on ne détectait pas directement avec les télescopes ou à l'œil. Bien, alors, là j'approche donc de la fin de mon exposé. Donc, ceci, c'est un schéma qui résume un peu l'interaction entre les émissions solaires et ce qui se passe sur la Terre. Donc le Soleil émet ses flots de particules qui transportent avec lui du champ magnétique. Alors, la Terre elle est entourée de champs magnétiques, plus ou moins sous le pôle nord, qui se bouclent, mais sous l'effet du vent solaire. Donc c'est un souffle en quelque sorte, donc il repousse les lignes de force de champ magnétique vers l'arrière. Alors ce qui fait que ces particules émises par le soleil donc, sont déviées par le champ magnétique terrestre, mais certaines arrivent à revenir donc le long des lignes de force qui vont de pôle à pôle, et ils viennent ici électriser notre atmosphère terrestre pour créer des aurores boréales. Bon, ça c'est un domaine que je connais moins bien, donc je suis assez approximatif dans ce que je raconte. Alors, voici une animation donc, qui montre... Vous ne connaissez pas ça. Donc voilà les particules émises par le Soleil donc, qui traversent l'espace interplanétaire et qui viennent interagir ici avec la Terre et son champ magnétique autour. Donc, vous voyez que ces choses sont assez complexes. Il se produit une ceinture de Van Allen, je crois que des ceintures de particules. Et puis les aurores boréales qui se produisent ici vers les pôles. Bon, là, je ne peux pas vous donner d'explications très précises parce que c'est un domaine que je ne connais pas très bien. Enfin, je vous le remontre quand même.
Bon, mais voilà, c'est là-dessus que je termine mon exposé. Donc vous avez pu voir effectivement que le soleil était plus spectaculaire et plus actif peut-être que ce qu'on peut le penser. Donc ça c'est grâce aux observations, au progrès des observations assez récentes. Je vais juste dire un mot sur mon métier qui a beaucoup évolué parce que maintenant, depuis quelques années, j'utilise l'observation faite par un satellite. Donc je suis assis devant mon ordinateur et je récupère les observations dans des bases de données. En quelques heures, c'est fait. Alors qu'auparavant, mon premier travail, c'est de sortir la pelle à neige pour commencer à débloquer la coupole dans des conditions qui n'étaient pas trop faciles, avec des températures qui pouvaient atteindre moins 20 degrés. Mais enfin, c'était intéressant et puis c'était le seul moyen d'avoir vraiment de très bonnes observations. Et puis c'était quand même assez enthousiasmant parce qu'on savait que quand ça marchait, on avait les meilleures images au monde. Maintenant, on va les chercher dans les bases de données, c'est un peu moins excitant, mais c'est plus efficace. Voilà. Oui. Présume que les photos qui ont été prises ont été extrêmement prises par le U là, Ulm, non, l'autre, Hubble, excusez-moi, j'ai pas grand-chose dans ma tête, désolé. Hein. Avec aujourd'hui le Hubble qui a été complètement mis à jour, qui a été complètement nettoyé et tout le tralala, est-ce que vous avez des dernières images, photos prises avec Hubble, ou est-ce que le satellite Hubble sert ou pas pour les prises sur le Soleil? Alors Hubble, c'est un télescope qui est uniquement dédié à l'observation des astres nocturnes. Non, il n'observe pas du tout le Soleil. Donc il n'existe pas d'image du Soleil prise par Hubble. Merci beaucoup. D'autres questions? Je vous rappelle qu'il faut parler dans le micro en fait parce que comme ça tout le monde entend, mais en plus ceux qui sont à l'autre bout, dans les cyberbases et devant leur ordinateur, entendent aussi. Oui, une question ici. Vous nous avez expliqué que quand il y a une très longue période de faible activité du Soleil, ça s'est traduit par un refroidissement de la Terre, mais en temps normal, lorsque donc il y a ce cycle de 11 ans de période, est-ce qu'on constate des effets qui varient suivant les périodes de forte activité et les périodes de faible activité? Non, alors il ne semble pas qu'il y ait de variation de la température sur la Terre avec une période de 11 ans, c'est probablement dû au fait que le temps de réaction de la Terre au changement de température est plus grande que cette période de 11 ans. C'est-à-dire la Terre n'a pas le temps de réagir à une variation aussi rapide. Par contre, si la durée de l'accalmie est beaucoup plus longue que 2-3 ans, donc là, l'atmosphère commence à se refroidir. Il y a un certain temps de relaxation, quand même. Mais par contre, ce qui peut y avoir eu, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est que les astronomes stellaires étudient des étoiles qui ont les mêmes propriétés que le Soleil, qui ont les mêmes masses et qui ont la même durée, et donc qui devraient avoir des propriétés très voisines, mais on s'aperçoit que certaines sont beaucoup plus actives, leur activité est beaucoup plus importante que le Soleil, donc ça veut dire qu'avec des amplitudes de température beaucoup plus grandes, d'autres qui sont au contraire d'activité beaucoup plus faible. Donc ce qui veut dire que pendant le Soleil, il y a une durée de vie de 10 millions d'années, il y a 5 millions d'années qu'il existe, mais la phase actuelle d'activité n'est peut-être que temporaire sur quelques siècles ou quelques millénaires. Dans quelques millénaires ou millions d'années,
son cycle d'activité peut être plus important, moins important, ce qui peut avoir des influences de température importantes sur la surface de la Terre. Est-ce qu'il y a des influences autres que sur la température? Alors il semblerait qu'on retrouve dans les anneaux de la pousse des arbres un cycle de 11 ans en fonction de l'épaisseur. Mais par contre, c'est étonnant parce qu'on ne le retrouve pas au niveau des mesures de température. Alors je ne sais pas quel est le lien entre les deux, mais je sais que dans la pousse des arbres, il y a une période de 11 ans. J'avais lu ça. Vous avez montré une magnifique photo avec des protubérances latérales. C'est observable suivant quelle durée? Plusieurs jours, plusieurs heures? Oui, effectivement. Donc les protubérances, il y en a tout un tas de variétés. Certains appellent ça des protubérances éruptives. Disparaissent assez rapidement, donc elles évoluent très vite et s'échappent. Et d'autres, on appelle des protubérances quiescentes, peuvent durer pendant plusieurs semaines. Donc en évoluant assez peu. Les taches solaires aussi. La durée de vie des taches solaires va de quelques jours pour les plus petites à quelques semaines, voire un mois ou deux pour les plus gros centres actifs. Donc c'est à peu près la durée de vie, quoi. Les plus longues, c'est l'ordre du mois. Oui, tout à l'heure vous avez dit l'âge du soleil, millions d'années, non. Milliards, hein, milliards. J'ai entendu un vent là dans la foule. Bon. Alors, petite question là au milieu. Alors on vous passer le micro. Bonjour. Vous avez dit avant que le Soleil consomme son hydrogène et la transforme en hélium. Est-ce qu'il y a un moment dans la vie du Soleil où il consomme plus d'hydrogène, donc il crée plus d'hélium qu'à un autre moment de sa vie? Ou est-ce que c'est une transformation constante? C'est une transformation constante et tout son hydrogène, en tout cas dans le cœur, va se transformer en hélium. Alors, à ce moment-là, le noyau du Soleil va se contracter. Sous l'effet de la contraction, la température va encore augmenter. Au lieu d'être de 15 millions de degrés, va être, 50 millions. Et à ce moment-là, c'est l'hélium qui va avoir des réactions thermonucléaires. Donc l'hélium va brûler plus rapidement que l'hydrogène pendant quelques millions d'années. Et là, ça sera la fin du Soleil. Le noyau du Soleil donc, va se concentrer, va devenir une naine blanche qui va rester inactive. Par contre, tout le gaz extérieur va être expulsé dans l'espace. Donc ça sera la fin du Soleil. Donc quand l'hydrogène aura brûlé, se transformera en hélium, puis l'hélium brûlera. Et ensuite, le Soleil est trop petit, il n'aura pas une température suffisante pour que l'hélium puisse... l'hélium se transforme en beryllium, je crois, mais avec la taille du Soleil, la température ne sera pas assez élevée pour que celui-ci puisse à son tour créer des réactions thermonucléaires. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus massif. Et d'ailleurs, ce gaz qui est expulsé dans l'espace, beaucoup plus tard, peut se reconcentrer par gravité et créer une nouvelle étoile. Et on pense que le Soleil en est à sa 3e génération, parce que donc, au tout début, dans l'univers, il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium. Il n'y avait aucun autre élément. Et c'est au cours de ces réactions thermonucléaires que les éléments plus lourds se produisent. Beryllium, carbone, lithium, puis fer. Et donc comme dans l'atmosphère du Soleil, il y a des traces de fer, tous les corps connus, ça veut dire que il résulte d'explosions précédentes dans lesquelles ces éléments se sont formés. Une fois qu'ils sont formés, ils existent, et quand une nouvelle étoile se forme à partir de ce gaz, elle contient les éléments qui avaient été créés auparavant. Donc on reconnaît une étoile de première génération à l'absence de traces d'éléments lourds, on appelle ça des éléments lourds. Et plus il y en a, plus ça veut dire qu'elle a subi déjà des transformations.
Comment peut-on interpréter la longue inactivité du Soleil à l'époque du roi Soleil? On ne sait pas. On ne sait pas du tout, il n'y a aucune hypothèse. Les gens essayent d'expliquer, mais on ne sait pas. Apparemment, il y aurait des évolutions assez chaotiques. On n'a pas d'explication. On arrive à expliquer à peu près le cycle de 11 ans. Il y a un mécanisme qui l'explique. Pas dans tous les détails, mais par contre, son interruption, ça, on ne sait pas. Il y a des gens qui travaillent dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas d'explication. À un moment, vous nous avez expliqué que les protubérances, c'était de la matière qui était canalisée par un champ magnétique, c'est ça? Et vous avez parlé à un autre moment de matière plus froide, qui est donc plus dense que dans le milieu dans lequel elle est, et qui retomberait. Oui. Donc c'est dû à quoi, en fait, la protubérance? C'est le champ magnétique qui canalise la matière, ou c'est qu'elle est plus dense et qu'elle retombe? Donc il y a des lignes de force de champ magnétique. Et pour certaines raisons qu'on ne connaît pas trop, de la matière se condense au sommet de la boucle. Donc cette matière chaude autour se condense pour certaines raisons et retombe en suivant les lignes de force du champ magnétique. Mais c'est pas la matière elle est éjectée lorsqu'il y a une éruption dessous, donc qui envoie tout dans l'espace. Mais lorsqu'elle évolue naturellement, c'est plutôt une condensation de matière relativement froide, bien que ça fasse 10 000 degrés, et donc plus lourde, et qui retombe vers le base. Vous avez parlé des éruptions, de la prévision des éruptions solaires. Est-ce que vous arrivez effectivement à les prévoir? Combien de temps à l'avance? Et comment ça se passe? Vous savez, c'est comme la météo. Bon, la météo a des prévisions un petit peu meilleures. Donc pour le moment, il n'y a pas... On essaie de voir des précurseurs. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que le centre actif soit extrêmement complexe. Donc là on sait qu'il y a probabilité pour que ça se produise. Mais exactement à quel instant, on ne le sait pas. Si c'est un centre actif avec une seule tache solaire bien homogène et circulaire, donc là, il n'y a aucun risque. Et oui, on le voit aussi lorsque ça se produit beaucoup, donc lorsqu'il y a... Vous avez vu que dans les cartes magnétiques, il y avait deux polarités, une polarité positive qui apparaissait en clair et une polarité négative qui apparaissait en sombre. Et si du champ magnétique nouveau apparaît dans cette zone-là, donc il se mélange, il perturbe cette certaine homogénéité, parce que ce champ magnétique positif va se mélanger avec le négatif, et donc là il y a de très fortes probabilités pour que des éruptions se produisent, parce que la configuration du champ magnétique devient très complexe et des courts-circuits peuvent se produire. Donc voilà. Mais enfin, on ne peut pas dire là, à l'instant T, là, il va se produire quelque chose. Enfin, donc on connaît les zones qui sont à risque, disons. Pourtant, il y a longtemps que les gens travaillent dessus, puisque le SR Force a créé cet observatoire il y a des cinquantaines d'années, je pense. Et ils ont créé un réseau d'ailleurs de surveillance autour de la planète, d'observation des éruptions, pour essayer de prédire. Mais... Une question qui nous vient d'Internet, puisqu'il y a d'autres étoiles que le Soleil, est-ce qu'on a des télescopes qui arrivent à observer des éruptions sur les autres étoiles? Ou disons d'autres activités magnétiques pour les autres étoiles? Alors justement, c'est une question très intéressante, parce qu'il se trouve au Copic du Midi, il y a un instrument extrêmement performant, et il n'y en a que deux dans le monde, ils sont tous les deux français, un télescope franco-canadien à Hawaï, et la copie est au Pic du Midi associée au télescope de 2 mètres, où on fait des observations en permanence de certaines étoiles. On mesure la polarisation des étoiles, donc qui est produite par le champ magnétique. Alors comme ces étoiles sont en rotation, la quantité de polarisation change en fonction du magnétisme qu'il y a donc sur l'étoile, sur la face que l'on voit. Donc ça veut dire qu'il faut observer l'étoile pendant sa rotation, ou plusieurs rotations, analyser les variations de la polarisation de la lumière qui est produite par le champ magnétique. Alors là, il y a des gens qui ont créé des programmes extrêmement sophistiqués, intelligents, qui à partir de ces observations-là reconstituent
la structure magnétique de ces étoiles. Et on les voit tourner, c'est dommage, c'est que j'aurais pu inclure finalement. Et alors là, l'observatoire du Pic du Midi, c'est vraiment un des domaines où il est extrêmement performant à l'heure actuelle. Alors ce qui est intéressant, c'est d'étudier donc, des étoiles qui ont des propriétés différentes. Des étoiles jeunes, des vieilles, des qui tournent vite, pas vite, et voir comment le magnétisme, et ça va permettre de mieux comprendre d'ailleurs comment le champ magnétique, quelles sont les influences qui produisent ce champ magnétique. Ça va même aider d'ailleurs à comprendre la production du champ magnétique par le Soleil. Donc tout est déduit, il y a un certain nombre d'étoiles dont on mesure la polarisation, et c'est répété à longueur d'année. Alors c'est extrêmement productif, il y a des publications qui sortent continuellement. Quoi. Bonne question. Bon, s'il n'y en a plus... Ah, si, une dernière là-bas. Vous nous avez présenté une coupe du Soleil. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on connaît ce qui se passe à l'intérieur. Et en particulier les mécanismes de propagation dont vous avez parlé qui sont si lents. Bon, ça c'est souvent par la théorie, donc par la modélisation, mais il y a aussi une technique d'observation qui est extrêmement efficace, qui est similaire un peu à ce qu'on fait sur la Terre. Vous savez qu'on peut sonder la structure profonde de la Terre par des sonars. On envoie des ondes sonores donc qui se propagent à certaines profondeurs en fonction de la fréquence. On analyse l'onde résultante et en fonction des propriétés de l'onde, lorsqu'elle a traversé toutes ces couches, on a déduit des propriétés. Donc, et puis voir s'il y a des perturbations, c'est comme ça qu'on essaie de détecter s'il y a des nappes de pétrole ou autre. Et bien sur le Soleil, c'est la même chose. Il se trouve que le Soleil produit naturellement des ondes acoustiques. Le Soleil pulse en permanence avec une période de 5 minutes, donc ce sont des ondes qui se propagent. On va qui se propagent juste sous la surface. Alors plus la longueur d'onde est grande, plus elle se propage en profondeur. Donc c'est l'analyse des propriétés de ces ondes-là qui permet de connaître la structure en profondeur du Soleil. En particulier les vitesses de rotation, c'est comme ça qu'on sait que certaines zones tournent plus vite que d'autres. On a des indications sur la température, donc on a la chance que le Soleil produise lui-même ces ondes acoustiques qui nous permettent... Et ça c'est un domaine... elles ont été découvertes dans les années 60, et c'est d'ailleurs un des domaines... les plus étudiés en physique solaire. On peut aussi détecter s'il y a des champs magnétiques qui ne sont pas encore à la surface, qui sont en train d'arriver, donc ça apporte... Et il y a beaucoup de télescopes, il y a des satellites qui observent ce type... Pour observer ce phénomène, il faut observer des vitesses à la surface qui sont extrêmement faibles, il faut soit des mesures extrêmement précises pour voir ces oscillations à la surface. Il y a aussi des... Alors là, il faut faire des observations en continu. Il ne faut pas qu'il y ait gêné par le jour et la nuit. Il faut observer tout le temps. Parce que plus l'observation est longue et plus elle est précise. Et alors pour augmenter la durée des observations, il y a des réseaux d'observation, on appelle ça dans les oscillations. Il y a par exemple des réseaux de 6 télescopes autour de la Terre, automatiques, donc situés à des distances pour voir en continu le Soleil. Et après on combine toutes ces données. Alors, vous allez pouvoir assurer un internaute qui pose la question, compte tenu de l'évolution du Soleil, est-ce qu'on a quelque chose à craindre sur Terre ? Qu'est-ce qu'on va devenir sur Terre s'il y a trop d'éruptions ou si un jour le Soleil explose ? Alors pour l'instant, les éruptions, tant qu'on a une atmosphère terrestre, un champ magnétique, je pense que ça deviendra atmosphère terrestre dans un état fort éloigné. Tant qu'on a de l'ozone, elle nous protège des ultraviolets. Mais une des choses que j'ai apprises, c'est que quand même le Soleil et les étoiles ont une fin. Au minimum dans 5 milliards d'années, il n'y aura plus de Soleil et donc plus de planètes autour.
et donc probablement plus de vie. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas éternels. Ça devrait rassurer monsieur, mais ça me fait penser à quelque chose, c'est que parfois le champ magnétique terrestre s'inverse. Et dans ces périodes d'inversion, donc il n'y a plus vraiment un pôle sud, un pôle nord qui sont à ces endroits-là, il peut osciller, et puis ça dure quelques années, voire quelques dizaines d'années, le siège, je ne sais pas, disons la durée, mais il se peut très bien qu'on ait des rentrées de vent solaire sur la Terre par d'autres endroits que les pôles dans ces périodes-là, donc peut-être qu'on aurait des aurores équatoriales ou équatoriales. Et là, par contre, on se prendrait des particules dans l'atmosphère, pas mal. Mais bon, elles devraient quand même être arrêtées par l'atmosphère terrestre, si l'atmosphère les arrête aussi quand même. Ouais, d'accord. Donc j'avoue franchement, je ne m'étais pas posé la question, mais je n'ai pas de très bonne réponse à cette question-là. Ouais. Tu en as peut-être, donc, toi qui... L'inversion, ça dure 5 à 10 000 ans sur Terre, et donc la dernière remonte à 780 000 ans. Et la prochaine, on ne sait pas, peut-être qu'elle est en train de se produire. Le champ magnétique est en train de décroître actuellement, le champ terrestre. Donc peut-être que ça va se produire dans les prochaines dizaines d'années, on ne sait pas très bien. Oui. Le champ décroît depuis 2000 ans, le champ de la Terre. Et si on continue, si on poursuit le taux de décroissance au taux actuel, je crois que c'est dans 3000 ans, on arrivera à zéro pour le terme dipôle, donc le terme dont vous parlez. Donc ensuite, effectivement, le champ devient plus complexe. Par contre, quelles sont les répercussions de l'impact du vent solaire sur la Terre? Ça, c'est une question qui est débattue. L'impact en termes de santé, il n'est pas complètement clair. C'est-à-dire, est-ce que ce serait catastrophique qu'on n'ait plus de champ magnétique de la Terre qui nous protège contre le vent solaire? J'ai entendu Jean Einstein qui disait que, selon lui, il n'y avait pas de problème. Si le champ magnétique de la Terre disparaissait, on ne serait pas plus malade qu'à l'heure actuelle. C'est une question ouverte. Bon, des aurores polaires sur le campus bientôt. On va peut-être finir là. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Et donc on remercie encore Richard Muller d'être venu ce soir avec cette image.